Mettre le monde en statistique. Nouvelle maladie chronique. Société passée à la loupe. Que l'on décortique, qu'on découpe en catégorie pourcentage. Frénésie, folie des sondages. Humanité, mode d'emploi. Graphique, barèmes et quotas. Francis, bonjour. Aujourd'hui, le thème de cette émission. Mais c'est les classes sociales. Les sociétés ne sont pas homogènes, elles ne sont pas composées d'éléments tous identiques. Alors, comment analyser la diversité de la société ? Et oui, la société, c'est à la fois des individus, mais ces individus appartiennent à des groupes sociaux. Alors, comment définit-on un groupe social en sociologie ? Alors, on va voir plusieurs notions. Il y a d'abord la notion de catégorie, qui est un regroupement d'éléments établis par l'observateur de la vie sociale en fonction de critères choisis pour les besoins de son analyse. C'est-à-dire, on dit par exemple les professions et catégories sociales de l'INSEE, on définit l'ouvrier, et puis comme ça on fait des analyses. Deuxième concept, il y a ce qu'on appelle l'agrégat. Alors c'est un ensemble de personnes qui se trouvent en état de proximité physique, mais qui ont un minimum de relations et de communication. C'est par exemple des spectateurs dans un stade. Et puis il y a le groupe social. Alors le groupe social, c'est une unité collective réelle. C'est-à-dire que le groupe n'existe pas seulement dans l'esprit de l'observateur, mais il constitue une réalité aux yeux des individus qui le composent. C'est un groupe social partiel, c'est-à-dire qu'il constitue une partie de la société, unie par une œuvre commune à accomplir. Et l'appartenance au groupe fait qu'on s'exprime par des attitudes et des conduites semblables. Les membres ont une certaine unité dans leur façon de penser, d'agir, de réagir. Tous ces éléments lui donnent une certaine cohésion. Qu'est-ce que l'on peut distinguer comme groupes sociaux ? Dans la société, le groupe social le plus simple, le plus fondamental, c'est le couple. Il y a deux individus. Puis ensuite, il y a la famille. Après, ce qu'on appelle les groupes primaires, c'est-à-dire les groupes composés de peu d'éléments. C'est les amis, mettons, c'est 5 ou une dizaine de personnes. Et puis, traditionnellement, on distingue les clans. Donc, ce sont des groupes dont les membres se considèrent comme descendants d'un ancêtre commun, mythique dans les sociétés primitives. Il y a également les castes. Alors, les castes, c'est un groupe fermé, héréditaire, hiérarchisé et fonctionnel. Fermé, on n'y accède que parce qu'on est enfant de quelqu'un qui appartient à la caste, donc c'est héréditaire. C'est hiérarchisé, il y a des castes supérieures, des castes inférieures, et fonctionnel, à chaque caste est attachée une fonction sociale. C'est le système, l'idéal, c'est le système indien. Ensuite, un concept qui ressemble un peu à la caste, qui est l'ordre. L'ordre, c'est un groupe héréditaire. C'était par exemple les 3 ordres de l'Ancien Régime. Alors c'est héréditaire, sauf évidemment le clergé. C'est fonctionnel. Les nobles y font la guerre, les prêtres prient et le tiers-état travaille. Et dans ces ordres, il y a des ordres privilégiés, c'est-à-dire qui ont des avantages que n'ont pas les autres. Ensuite, autre concept, c'est l'ethnie. C'est un groupe dont les membres présentent des caractéristiques physiques et culturelles communes et qui ont le sentiment de faire partie d'un même ensemble. Il y a également la nation, qui est un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels et se conçoivent comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux. Et puis on termine avec la classe sociale. Comment définir la classe sociale ? Alors, le concept de classe sociale, il est central dans l'analyse de Marx, dans l'analyse marxiste. Mais on va voir qu'on peut utiliser la notion de classe sociale sans être marxiste. Alors, pour les marxistes, la classe sociale vient du fait que le travail est créateur de richesses. Il n'y a que le travail qui crée des richesses. Mais il y a des classes sociales qui arrivent à s'accaparer le produit du travail des autres. C'est-à-dire que, selon les marxistes, un patron, il crée de la valeur, il crée des richesses, mais ce qu'il va verser aux ouvriers est inférieur à la valeur de ce qui a été créé. C'est ce qu'il appelle la plus-value. Donc, les propriétaires qui obtiennent des revenus sans travail sont des exploiteurs. Donc les classes sociales sont définies par rapport à la propriété ou à la non-propriété des moyens de production, c'est-à-dire de la terre, des usines, des magasins.
Voilà, donc il y a des gens qui sont propriétaires, on les appellera les bourgeois, et des gens qui sont non propriétaires, on les appellera les prolétaires. Et les autres caractéristiques des classes sociales, c'est-à-dire le montant du revenu, le montant de la consommation, l'importance du patrimoine, sont les conséquences de cette place à l'intérieur des rapports sociaux. Alors pour Marx, il y a un sens dans l'histoire. Les classes sociales donc, ont toujours existé, il y a toujours eu des exploiteurs et les exploités. Dans l'Antiquité, il y avait les propriétaires et les esclaves. Et puis ensuite, au Moyen-Âge, il y avait la noblesse et les paysans. Et ensuite, la noblesse a été renversée par la bourgeoisie au XVIIIe siècle. Et donc, on est dans un système capitaliste dans lequel ce sont les bourgeois qui gouvernent et en bas, il y a les prolétaires. Et selon Marx, eh bien, il y a eu un sens de l'histoire, il y en aura un, c'est-à-dire que finalement, les prolétaires finiront par renverser la bourgeoisie et on aboutira à un système égalitaire qui est le socialisme. Voilà, donc l'analyse marxiste est une analyse qui est fondée sur le concept de classe sociale et sur le sens de l'histoire. Il y a des pétroliers super qui foutent le deuil sur l'onde avec 10 hommes d'équipage. On s'en va au bout du monde, avant il en fallait 30, c'était pas rentable. En voilà 20 au chômage, les prix seront plus supportables. Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, à l'air, on les mettra à l'usine. On manque toujours de prolétaires. Assez travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard. Hors de la compétition, il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage et l'Europe verte sera fiable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, on les mettra à l'usine. On manque toujours de prolétaires. Et toi, petit commerçant, tu mourras de la TVA. Mais si on est de ces gens-là, la bombe, comment on la fera? Le petit commerce doit mourir, il n'est pas rentable. Va-t'en au supermarché, les prix seront plus abordables. Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, on les mettra à l'usine. On manque toujours de prolétaires. À Nantes, à Rennes ou à Brest, du travail il y en a guère. Ils voudraient rester chez eux. Alors comment faire? Déplacer toutes les usines, c'est complètement con. Eux qui viennent dans la capitale, pour le patron c'est plus valable. Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? S'ils viennent dans la capitale, même en faisant plein de fonctionnaires, il y aura toujours trop de prolétaires. S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre. Il faudra des policiers pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable. Un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais
Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tralalalalère, taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Ils s'en iront à la ville, tralalalalère, taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Alors cette analyse, elle a été évidemment critiquée, et la principale critique a été faite par Raymond Aron, qui était un sociologue français, qui a écrit un ouvrage sur la lutte des classes, qui est une critique de l'analyse marxiste. Alors pour Marx, la classe sociale a son fondement dans la propriété. Pour Raymond Aron, le fondement de la classe sociale, c'est la fonction sociale. Le rapport entre les classes sociales, chez Marx, c'est une lutte, c'est-à-dire c'est une guerre. Finalement, ça se terminera par la disparition de la classe dominante. Pour Raymond Aron, il y a un conflit, mais quand même des intérêts communs. C'est un peu, disons, un peu comme un match de rugby ou un match de foot. Il y en a, tantôt c'est l'un qui gagne, tantôt c'est l'autre qui perd. Mais finalement, la bourgeoisie ne disparaîtra pas. Bon, pour Marx, il y a un sens de l'histoire. Les luttes sociales font qu'il y a apparition d'une nouvelle société. Pour Raymond Aron, c'est une situation qu'il appelle de satisfaction querelleuse, c'est-à-dire que chacun essaie d'obtenir le plus d'avantages possible. Et enfin, l'évolution, pour Marx, il y a une polarisation des rapports sociaux, c'est-à-dire que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, les riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et tout cela doit exploser. Et au contraire, pour Raymond Aron, il y a une moyennisation de la société, c'est-à-dire que les classes sociales finissent, les riches sont de moins en moins riches, les pauvres de moins en moins pauvres, et on assiste donc à la formation d'une immense classe moyenne. Alors, est-ce qu'il existe des conceptions non marxistes des classes sociales? Eh bien oui, c'est ce que je viens de montrer. Donc Raymond Aron utilise la notion de classe sociale, mais de façon différente de Marx. Donc on peut être sociologue et utiliser la notion de classe sociale sans être pour autant marxiste. D'ailleurs, Marx avait trouvé l'idée de la classe sociale, il le dit lui-même dans les historiens français qui avaient analysé la Révolution française, dont il dit, c'est pas moi qui ai inventé la lutte des classes. Voilà, alors pour les conceptions non marxistes, je vais en citer un certain nombre. Il y a Alexis Carrel qui a écrit L'homme c'est inconnu, et lui qui a une conception biologique des classes sociales. Voilà ce qu'il écrit dans cet ouvrage. La répartition de la population en différentes classes a un fondement biologique profond, car elle dépend des propriétés physiologiques et mentales des individus. Dans les pays libres, tels que la France et les États-Unis, chacun a eu dans le passé la liberté de s'élever à la place qu'il était capable de conquérir. Ceux qui sont aujourd'hui des prolétaires doivent leur situation à des défauts héréditaires de leur corps et de leur esprit. Voilà, donc c'est une conception très conservatrice et évidemment génétique des classes sociales. Le sociologue Pareto, italien, lui considère que les classes sociales, ça correspond aux dirigeants et aux dirigés. Il y en a qui sont en haut, c'est la classe supérieure, et d'autres qui sont en bas, c'est la classe inférieure. Du côté des sociologues américains, il y a eu des études qui étaient menées par un sociologue américain qui s'appelait Warner, qui disait que une classe sociale, c'est une catégorie qui, selon l'opinion générale, se trouve dans des rapports placés en situation inférieure ou supérieure. Alors, il avait fait des enquêtes donc, dans des villes américaines et il demandait aux gens de se noter suivant des critères. Donc, ils se notaient de 1 à 6. Quand c'était une situation très favorable, on se mettait 1. Lorsque c'était une situation défavorable, on se mettait 6. Et donc, on notait son revenu, sa situation professionnelle, son mode de vie, son lieu de résidence, son réseau de relations. Et à partir des notes qu'on se donne, eh bien, soit on est dans la classe supérieure, soit dans la classe moyenne, soit dans la classe inférieure. Et à l'intérieur, même distinguer la classe supérieure chez les supérieurs, la classe supérieure chez les moyens, la classe inférieure, etc. Et la classe inférieure et supérieure. Bon, voilà, donc il faisait des distinctions. Mais les sociologues américains pensaient que la société pouvait être représentée comme une pyramide avec des couches empilées les unes sur les autres, donc avec la possibilité de monter les échelons. Alors, une des conceptions des classes sociales importantes à sociologie est celle de Pierre Bourdieu,
Pour Pierre Bourdieu, chaque individu possède un capital. Ce capital se subdivise en 4. Il y a un capital économique, c'est-à-dire les revenus et le patrimoine que nous possédons. Un capital culturel, qui correspond au niveau de diplôme, au savoir et au savoir-faire que nous possédons. Un capital social, c'est-à-dire les relations sociales que nous avons. Et puis un capital symbolique, c'est-à-dire le niveau de prestige de la profession que nous exerçons. Donc l'appartenance de classe est déterminée à la fois par le niveau de capital que nous possédons. Si nous avons beaucoup de capital global, eh bien nous sommes en haut de la hiérarchie, et puis par sa structure. Par exemple, on peut avoir un niveau de revenu, un niveau de patrimoine équivalent. Si je prends par exemple un commerçant et un professeur, mais leur structure de capital n'est pas la même. Le professeur a un capital culturel, un capital symbolique plus élevé. Donc l'appartenance de classe est déterminée par ces facteurs, ce qui fait que dans la société, il y a des classes sociales dominantes et puis des classes sociales dominées. Et le fonctionnement de la société fait que cette structure se reproduit. C'est pour ça que Pierre Bourdieu a écrit un livre qui s'appelle « La reproduction ». Voilà, je termine avec la conception alors de François Dubé, qui lui considère la France à partir de 4, enfin il pense qu'il y a 4 groupes sociaux fondamentaux, 4 classes sociales en France. Il y a les compétitifs, c'est-à-dire que les salariés qui travaillent dans des entreprises placées dans des secteurs autrement productifs et donc qui sont bien payés. Ensuite, les protégés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ouverts sur la concurrence dans le secteur non marchand, c'est-à-dire les fonctionnaires. Les précaires, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs qui connaissent des travaux, enfin des contrats de travail toujours précaires. Et puis ensuite, les exclus. Voilà. Et donc, il dit que c'est à partir de ces 4 catégories sociales, ces 4 classes sociales, que l'on peut analyser la situation sociale en France et dans le monde. Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin ni un euro marché. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Et mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry Patrick Stanislas Duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit. As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte? J'ai envie de crier zut, en flûte, crotte, en Chier. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien? Salut, tu vas bien? Y'en a marre du fauchon, Du hédien, du saumon, du caviar. Salut, c'est Patrick à l'appareil. Ouais, c'est Pat, tu vas bien? Et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie. À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie. À faire le baisement à des pétasses mal baisées. Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées. Je veux être un voyou, vrai de vrai hors la loi. Mais quand t'es né ici, vous n'avez pas le choix. Y'en a marre des Mylène, Ségolène, des Sylvine, Gwendoline, Églantine. Marie-Chantal. Y'en a marre mon frère, on a de gros problèmes. Y'en a marre, mon frère, de subir le système. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA ou HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa. Salut, tu vas bien? Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Puis mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché. Oui, mec. Et pour sortir de ce carcan éducatif capitaliste, il faut savoir dire non, 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 mec. Salut, tu vas bien? Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Salut.
sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir. L'examen des inégalités dans une société pose toujours le problème de la justice. Évidemment. Alors je vais donner 3 points de vue philosophiques et sociologiques sur la question des inégalités. Alors, première thèse, vous avez les thèses égalitaristes. On considère que ce qui est juste, c'est une société dans laquelle 2 personnes qui ont fourni le même effort sont rémunérées de façon égale. C'est la conception communiste. Dans un échange tel qu'il se fait aujourd'hui dans l'économie de marché, si X, Monsieur X, gagne par heure 50 €, il achète un service d'une heure d'Y qu'il paie 100 €, on peut dire qu'il échange ces 2 heures de travail contre 1 heure de travail de Y. De ce point de vue, on peut dire que X est exploité par Y. Donc l'échange peut se résumer par la formule « nous échangeons ». Je t'exploite ou tu m'exploites selon le niveau de revenu que l'on a. Alors, s'il y a égalité de rémunération, ce n'est évidemment plus le cas. Alors, on est dans le cas d'une société communiste idéale, où tout le monde gagne pareil. Alors, évidemment, une telle société pose un certain nombre de problèmes. En fait, pour être juste, il ne faudrait pas que ce soit le temps de travail qui soit mesuré, mais l'effort. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a travaillé 2 heures qu'on a fait 2 fois plus d'efforts que celui qui a travaillé 1 heure. Mais comment mesurer l'effort ? On pourrait prendre le nombre de calories dépensées, mais alors ce serait difficile de comparer le travail physique au travail intellectuel. Deuxième problème, évidemment, si on comptabilise, si on paie les gens au même revenu, c'est un système qui ne récompense en rien le talent. Et donc, on peut s'interroger sur les motivations des individus pour travailler. Et enfin, dernier point, ce système supprime toute liberté pour les échangistes quant à la fixation du prix des produits, des salaires, de la qualité des produits. C'est un système forcément, je le pense, bureaucratique. Deuxième type d'analyse, alors c'est l'analyse libérale. Je pense que celui qui l'a représenté de façon la plus cohérente, c'est Friedrich Hayek, qui pense que le seul système juste est le marché, qui laisse la liberté aux individus. Parce que, si tu rends un service à la société par le marché, s'il est très apprécié, ton service sera très acheté et tu seras donc riche. Donc ton revenu mesure la satisfaction que tu apportes à d'autres. Donc aller vers plus de marché, c'est aller vers de plus en plus de justice. Alors d'ailleurs, Friedrich Hayek dit que le terme justice sociale n'a aucun sens. C'est un concept qui est inexistant. Alors je pense que cette analyse est quelque peu faible. Parce que finalement, pourquoi les gens gagnent beaucoup d'argent dans une société ? Eh bien, c'est parce qu'ils sont dans une situation de monopole sur le marché. On gagne beaucoup parce que dans le circuit économique, on est situé à un endroit où on peut gagner beaucoup plus que ce que l'on dépense. Et c'est une situation de monopole, soit un monopole de propriété, de pouvoir, de compétences. Et c'est un monopole dont on a hérité ou que l'on a gagné. Alors je prends par exemple l'exemple du monopole de propriété. Supposez que j'ai une tente et 3 chameaux au fin fond de l'Arabie, mais sous la terre que je possède, il y a du pétrole qui est très demandé. Je deviens donc très riche et pourtant je n'ai pas fait preuve de beaucoup de travail ni de qualité pour avoir cette situation. Un autre exemple de monopole, c'est le monopole de pouvoir. Voilà, par exemple, il y a une source au-dessus d'un village, les gens viennent chercher l'eau gratuitement, et puis je décide de m'installer devant la source avec un pistolet, un fusil, et puis je dis aux gens qui viennent chercher l'eau, écoutez, si vous voulez avoir l'eau, vous devez me payer.
Voilà, donc je serai très riche parce que tout simplement j'ai un monopole de pouvoir. Voilà, en somme, je pense que pour être riche dans la société comme un bon chasseur, il faut être à la bonne place pour attraper le gibier. Alors, il peut y avoir des monopoles de compétences si on est un sportif, un artiste ou un entrepreneur exceptionnel. Bon, là, on gagne beaucoup parce qu'on satisfait les désirs des autres. Si j'accepte de payer très cher pour aller voir jouer Zidane, eh bien... Bon, tant mieux pour Zidane, mais il me semble que cette situation n'est pas généralisable. En gros, il me semble que l'inégalité des revenus provient de monopoles qui ne sont pas nécessairement des monopoles de compétences. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter. Pas d'enfance martyre, personne m'a aidé. J'ai jamais été battu, ni fouetté, ni giflé. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Et j'ai beau chercher partout, ressasser sans arrêt mon passé, revoir toute mon enfance, mais j'ai jamais souffert. Les vacances à la mer, les cadeaux à Noël, les habits à la mode, les petits cours de latin. Ah, y en a qui ont du bol, qui ont de longues maladies, des parents alcooliques, une lourde hérédité, eux ils en ont à dire. Moi j'ai rien à chanter, je verrai toutes mes cuties, sauf une fois, à cause du timbre qui s'était décollé dans mon bain. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly bleu. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter, j'ai pas pu choisir. C'est lourd, le passé. J'ai jamais été soudeur, ni mineur, ni taulard. Le destin, tu peux pas lutter contre. Et j'ai beau chercher partout, fouiller dans les archives de famille, jusqu'au cousin germain, pas de trace de métallo. Ingénieur, professeur, avocat, chirurgien, musicien, journaliste, critique d'art, PDG. Ah, y en a qui ont du bol, qui sont nés dans la zone, qui ont bossé en usine, vécu en HLM, toujours tout pour les mêmes. Moi j'ai rien à chanter, j'ai redoublé ma 6e, et encore c'était juste, j'ai bien failli passer. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter, rien qui puisse servir, et rien à exploiter. Si seulement j'étais noir, juif, arabe, portugais, non, je suis là, rosé, frais, bien français, la tuile. Et j'ai beau chercher partout, faire le tour des amis, des copains éloignés, pas le moindre immigré. Des Thierry, des Chantal, des Jean-Charles, des Arnaud, des Benoît, des Solange, pas d'Abdoul, pas d'Ahmed. Ah, y en a qui ont du bol, qui se font tabasser, privés d'identité, inculpés, expulsés, ça c'est des bons sujets. Moi j'ai rien à chanter, j'ai vécu sans histoire, et y a toujours eu des femmes de ménage à la maison. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Ouais, j'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Et le troisième point de vue? Alors c'est le point de vue que je qualifierais de social-démocrate, alors, qui est représenté philosophiquement par un philosophe américain qui s'appelle Rawls, qui dit que les inégalités sociales sont acceptables dans la mesure où, premièrement, les positions sociales supérieures peuvent être ouvertes à tous. C'est-à-dire les gens qui sont en haut, tout le monde peut y accéder aux positions supérieures. Et puis deuxième raison, les inégalités doivent profiter à tous. Alors, si les inégalités permettent une croissance économique qui permettent
aux plus pauvres dans une société inégalitaire d'être plus riches que les membres d'une société égalitaire, eh bien, les inégalités sont acceptables. En somme, si les capitalistes sont très riches, mais permettent aux pauvres d'être moins pauvres que dans une société égalitaire, eh bien, les inégalités sont acceptables. Alors, donc, ce point de vue admet une intervention étatique sur les inégalités, mais alors, il se pose un certain nombre de questions. Quelle est la hiérarchie acceptable ? Est-ce que c'est de 1 à 10, de 1 à 4, de 1 à 5 ? Qui c'est qui doit décider de cette hiérarchie et comment on doit décider ? Et par exemple, dans l'hypothèse où la majorité d'une société pense que la hiérarchie normale est de 1 à 10, comment imposer ce point de vue à ceux qui sont pour une hiérarchie plus grande ? Conclusion ? Eh bien, Aristote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, distinguait la justice commutative. Il disait la justice commutative, c'est à chacun selon son mérite, et la justice distributive, à chacun selon ses besoins. Eh bien, le problème que posait Aristote il y a bien longtemps continue à exister. Au revoir. Au revoir. Mettre le monde en statistique, nouvelle maladie chronique, société passée à la loupe, que l'on décortique, qu'on découpe, en catégorie pourcentage, frénésie, folie des sondages, humanité, mode d'emploi, graphique, barèmes et quotas.